Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Ce mercredi sort le 1000e numéro du POER, cet hebdomadaire dédié à l'actu du Centre-Bretagne qui a été créé en 1996. Aujourd'hui, nous accueillons son rédacteur en chef, Laurent Marc. Bonjour. Bonjour. Alors, Laurent, qui sont tous ces gens, toutes ces photos de gens qu'on voit sur la une de ce 1000e numéro? Nous, les journalistes et l'équipe du POER et puis nos lecteurs. On avait convié une photo de famille, en fait, il y a de ça un mois. Et donc, on l'a réutilisé pour faire la une. D'accord, bon, on évoque avec vous dans un instant les 19 ans de ce journal de proximité du Centre-Bretagne. En plateau également Ludovic Jean. Bonjour Ludovic. Bonjour Pauline. Comme tous les lundis, on fait le point avec vous sur l'actu du week-end côté sport. Et notamment du football avec le Stade Brestois, toujours en course pour la montée en Ligue 1, du basket avec une belle affiche à la Brest Arena. Et puis il sera également question de tir à l'arc et de rugby. Plein de belles choses. Et puis Julie Sicot est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Pauline. Et vous venez nous parler d'échange d'objets. Oui, un collectif de Douarnenez a créé ce qu'ils appellent une zone de gratuité. Alors c'est un concept qui existe un peu partout en France et je vous en parle effectivement dans un instant. On voit ça donc dans un instant, mais tout de suite on démarre par un point sur l'actualité de ce lundi 27 avril. Pas de conciliation pour les ex-salariés de Marine Harvest, l'usine de saumon fumé de Poulaouen. Licenciés l'année dernière, ils étaient ce lundi devant le Conseil des prud'hommes pour contester le motif économique de 109 des 138 licenciements. L'affaire est renvoyée devant un bureau de jugement au 6 juin 2016. Alors Laurent Marc, ce dossier Marine Harvest, il a dû être suivi de près par la rédaction du POER Hebdo. Quel impact a ce type d'affaires pour le Centre-Bretagne? C'est un impact énorme en fait. Après la secousse Entremont à Carré, on prenait Marine Harvest de plein fouet. Donc effectivement, 109 salariés, vous le rappeliez tout à l'heure, sur le carreau, c'est colossal. Et c'est pas fini maintenant, c'est plutôt du côté de Rostronin qu'il faut suivre des actualités un petit peu négatives avec la base inter qui va déménager. Merci Laurent. Dans l'actualité également, une centaine d'associations très mobilisées pour sauver le service de chirurgie ambulatoire de Douarnenez. Ce mardi, une délégation du comité de soutien doit être reçue à Rennes par le nouveau directeur de l'Agence régionale de santé. Rappelons que depuis début mars, l'hôpital de Douarnenez n'a plus d'anesthésiste. Alors Julie, ce week-end, vous étiez à Douarnenez justement et vous avez fait du shopping mais sans dépenser un sou. Oui, j'ai pas dépensé un seul centime. J'ai testé une zone de gratuité organisée près de la Maison Solidaire à Carmaron, à Douarnenez donc. Et c'est un collectif d'habitants qui est à l'origine de cet espace. C'est un lieu d'échange et de partage. On regarde tout de suite votre reportage. Prendra, prendra pas, choix difficile devant cette bibliothèque improvisée. Pourtant, au départ, Kevin n'était pas venu là pour prendre des choses, mais plutôt pour donner. On a beaucoup de choses qui ne nous servent pas, donc pourquoi pas les donner. Du coup, j'ai envoyé des légumes, parce que j'en ai beaucoup. Dans cette zone de gratuité, les objets se posent sur les étals et attendent ensuite un nouveau propriétaire. Paola essaie justement sa nouvelle veste. Cette veste m'a coûté un sourire. Ici, pas besoin de donner pour prendre et inversement, on vient pour faire des économies et donner une seconde vie aux objets pour éviter d'acheter à nouveau. Si je joue tout, ça doit coûter une centaine d'euros. Une paire de tennis facile, 60-70 euros. Donc des petits chaussons, on en a facile pour 150 euros, quoi. Voilà. Et très économique, quoi. Et en même temps, recyclage, ça évite que les objets, qu'on rachète à nouveau des objets qui sont déjà fabriqués, qui ne servent plus. C'est un collectif d'habitants de la ville qui est à l'origine de cette initiative. Au-delà de l'aspect économique, il y a aussi une volonté de changer nos modes de consommation. On parle de société de surconsommation, mais derrière la surconsommation, il y a la surproduction, avec les conditions d'exploitation des gens qui travaillent pour pouvoir nous vendre des produits très peu chers aujourd'hui dans plein de magasins. Donc quand on parle de surconsommation, on regarde aussi ce qu'il y a derrière, avec toute la maltraitance au travail, les mauvaises conditions. Le concept de gratuité se raréfie, pourtant ce dimanche, il a fait des heureux. Sur ce mur des paroles, les participants ont tous trouvé quelque chose sans sortir leur porte-monnaie. Alors Julie, qu'est-ce qui distingue ces zones de gratuité des événements de troc ou même de vide-grenier? Eh bien ici, Pauline, quand on vient donner des objets, on ne vient pas pour le profit
même si pendant les vides-greniers, on ne s'attend pas à gagner des millions, on espère toujours repartir avec un petit pécule. Et bien dans ces zones, rien du tout. Et puis surtout à l'inverse, on ne dépense rien non plus. Et c'est vrai que l'on perd un peu l'habitude de ne rien payer. Stéphanie, l'une des organisatrices que l'on voit dans le reportage, nous disait effectivement qu'au début, les gens se sentent mal à l'aise à cette idée, ils hésitent. Et puis finalement, une fois qu'ils ont passé le cap, ils sont assez contents de ne pas passer par la case caisse enregistreuse. Effectivement, il y a une petite notion on peut se sentir mal à l'aise. On a l'impression peut-être un peu de voler les choses. Et puis, dans ces zones aussi, la valeur sociale n'est pas non plus une obligation. Ici, les personnes qui prennent ne sont pas nécessairement dans le besoin. Ce n'est pas des zones que l'on va mettre près des quartiers dits défavorisés. Les Restos du Cœur. Voilà, exactement. Toutes les classes sociales sont représentées et viennent dans ces zones. C'est vraiment, ça correspond plus à une philosophie de vie. Alors, est-ce qu'on échange seulement des objets ? Alors c'est la finalité première de ces zones, effectivement, c'est des espaces qui se développent un peu partout en France, mais aussi au Canada. Bien souvent, dans ces lieux, on cherche avant tout à aller plus loin, on veut aussi créer de l'échange. Par exemple, ce dimanche, à Douarnenez, la Grainothèque était présente. Alors c'est une association qui permet d'échanger des graines, des semences pour les jardiniers. Puis il y avait aussi le réseau d'échange réciproque des savoirs où l'on peut faire partager un de ses talents. Par exemple, si on est très doué à la guitare ou au jardinage, eh bien on peut donner des cours aux autres. Et puis dans cet esprit, on pouvait aussi emmener son électroménager pour le réparer au lieu de le jeter. Et c'est Henri Gabold, un bricoleur qui se chargeait des réparations. On écoute ce bricoleur. L'objectif, c'est d'apprendre aux gens qu'on n'est pas obligé de jeter, que les choses qui ne marchent plus peuvent avoir une autre vie et continuer à marcher. Il y a beaucoup d'objets qui sont pas réparables parce que le constructeur, au lieu de mettre des vis normales, il met des vis spéciales pour lesquelles il faut des tournevis un peu compliqué en triangle ou à 3 pointes pour dévisser, et il aurait très bien pu mettre une vis normale, c'est juste pour empêcher la réparation, quoi. Et donc donc on a plus de succès avec des vieux engins, je dirais, qu'avec des trucs tout neufs qui ont été moulés d'un coup et qu'on ne peut pas démonter tout simplement. Voilà, et pour ceux qui ont loupé l'événement, je crois qu'il y a des séances de rattrapage possibles puisque le collectif de Zone de Gratuité organise tous les mois ce type de... Voilà, pas avec la même ampleur, mais en tout cas, effectivement, on peut participer à ces zones de gratuité tous les mois à Douarnenez, effectivement. Merci beaucoup. beaucoup. Au Finistère, d'ailleurs, je crois. Merci beaucoup, Julie, pour cet éclairage. Et direction le Morbihan, maintenant, où le site des mégalithes de Locmariaquer a obtenu 4 labels tourisme et handicap, tablette tactile, traduction braille et langage des signes. Tous les handicaps ont été pris en compte. On regarde le reportage de Céline Lestrade pour TB Sud. L'aventure a commencé en 2009 avec l'obtention du premier label déficience visuelle et motrice. 6 ans plus tard, le tableau est complet, avec la déficience auditive à présent prise en charge sur le site mégalithe de Locmariaquer. Ce label tourisme et handicap, créé en 2001, consiste à valoriser les efforts pour l'accessibilité. Sur ce site-là, il y a beaucoup de travaux et d'aménagements qui ont été réalisés pour les outils de médiation. Donc des tablettes tactiles en relief pour les personnes déficientes visuelles, une tablette tactile qui double en langue des signes française pour les personnes déficientes auditives. Il y a des aménagements de hauteur, d'équipement, de scénographie pour les personnes déficientes motrices. Et puis pour les personnes déficientes mentales, il y a un livret en facile à lire qui a été spécialement créé avec eux et pour eux, pour leur rendre accessible le contenu de l'information de ce site qui est très historique et donc assez complexe. Les associations de personnes en situation de handicap ont participé à l'élaboration de ces outils. Pour exemple, le guide sur tablette tactile est traduit en langue des signes française mais aussi en texte. Tous ces outils sont une véritable avancée pour les personnes handicapées. J'étais d'accord pour participer, pour faire les carnets, et du coup ça nous a fait plaisir parce qu'on a appris des choses en même temps qu'on savait pas en fait. Dans le Morbihan, d'autres sites sont accompagnés dans leur démarche d'accessibilité, comme la Cité de la Voile, le sous-marin Flore ou encore le parc de Branferré. Voilà, et tout de suite, c'est l'heure du foot, du rugby, du basket. C'est l'heure de l'instant sport. Mais on démarre avec du tir à l'arc. Plus d'une centaine d'archers se sont affrontés ce dimanche à Concarneau pour une épreuve de tir en campagne. Un parcours de plusieurs kilomètres où les participants doivent toucher 24 cibles. Une manche du championnat de France suivie par Julie Sicot. Près des remparts de la ville close, l'image est épique.
des archers aux 4 coins de la cité fortifiée. Pas de combat à l'horizon, juste un classement pour les championnats de France. Et les épreuves ne s'arrêtent pas là. Les compétiteurs doivent aussi se rendre de l'autre côté, par le bac. On fait une petite pause, puis c'est sympa aussi, quoi, ça change. À ma connaissance, c'est la seule fois, il n'y a qu'ici qu'on le fait, alors qu'on en fait beaucoup quand même ailleurs. Des archers conquis par la ville, Concarneau a su toucher sa cible. Mais ce décor n'est pas sans risque pour le matériel. Pour les tireurs moyens, des fois, c'est beaucoup d'appréhension sur ces cibles qui sont quand même très difficiles vers l'eau. On a toujours peur de perdre ses flèches quand même. C'est un des plus jolis sites de tir campagne de la région. Ça attire beaucoup de monde, pas seulement de la région de Bretagne, mais il en vient de bien ailleurs aussi. Et d'ailleurs, justement, 2 très hauts gradés du tir à l'arc français sont venus. Laure Delfaux, vice-championne du monde en 2014, et Raphaël Petit-Minuesa, plusieurs fois champion de France et champion du monde junior en 2010. De la région, c'est le plus joli parcours et sans doute de France même. Techniquement, il n'est pas compliqué, c'est-à-dire que physiquement, on n'a pas des pentes énormes, parce que c'est vrai que c'est quand même la chose la plus compliquée en tir campagne, mais on a tellement un joli paysage qu'on ne peut que profiter de cette journée. Un sport accessible aux plus jeunes et rigoureux qui apprend surtout la concentration. On doit apprendre à se contrôler. C'est pas l'arc qui doit nous dominer, c'est nous qui devons, disons, apprivoiser l'arc. Une concentration qui n'a pas été perturbée par la mer. L'océan est resté plutôt calme ce dimanche. Et on passe au football avec une bonne nouvelle pour le Stade brestois qui renouvelle avec la victoire, Ludovic, la victoire en Ligue 2 et entretient les espoirs de monter en Ligue 1. 5 matchs qu'ils n'avaient plus gagné en championnat et cette mauvaise série s'est enfin arrêtée vendredi soir à domicile contre Valenciennes. Un petit but aura suffi aux Brestois pour s'imposer, but inscrit de la tête par Brian Pelé sur un centre de Mamadou Samassa après seulement 7 minutes de jeu, le premier but de Brian Pelé sous les couleurs brestoises pour ce joueur arrivé du FC Lorient mercato d'hiver. Les joueurs d'Alex Dupont qui ont souffert notamment en seconde période pour préserver cet avantage, mais qui s'impose finalement 1-0 au classement. Pas de changement, Brest reste au pied du podium avec 3 points de retard sur Angers. Plus que 5 rencontres avant la fin du championnat, ce qui nous promet une fin de saison passionnante. Et dès demain, mardi, Brest se rend à Créteil, 14e au classement. Un match à revivre sur nos antennes mercredi à 17h15. Et puis un mot de Ligue 1 pour signaler la victoire de Guingamp, 2-0 sur la pelouse de Caen samedi soir. Victoire importante puisque avec 43 points, Guingamp est quasiment assuré d'évoluer à nouveau en Ligue 1 la saison prochaine. Une page de basket maintenant, et l'événement avait lieu samedi à la Brest Arena où l'Étendard recevait Caen. Et c'est la première fois que l'Étendard évolue à la Brest Arena et très franchement, on aimerait voir plus souvent du basket dans cette magnifique salle avec des spectateurs proches du terrain, une superbe ambiance et ils étaient près de 4000 samedi soir. Malheureusement pour eux, l'Étendard s'est incliné de 8 points, 65-73 face au leader Caen. Une première mi-temps un peu timide de la part des deux équipes. Par contre, retour des vestiaires, place au beau jeu et au spectacle. Brest va même recoller à 1 point des Canets avant de plier dans les dernières minutes. Fin de saison pour l'Étendard qui termine à la 8e place et que l'on retrouvera à nouveau en National 2 la saison prochaine en compagnie de Quimper. Malheureusement, l'UJAP s'est incliné à Mulhouse ce week-end et ne peut plus espérer se maintenir en National 1. Alors sportivement du moins, puisqu'un repêchage administratif n'est pas à exclure. C'est malgré tout un nouveau coup dur pour le basket finistérien. Il faut quand même se rappeler qu'il y a encore 5 ans, ces deux équipes évoluaient en Pro B. Et puis une fois n'est pas coutume, vous nous parlez de rugby aujourd'hui, Ludovic, avec Plouzané qui réussit une belle saison, on peut le dire. Un petit mot de rugby, c'est pas souvent en effet, Pauline, mais ça fera plaisir à tous les amateurs du ballon ovale dans le département. Pour la première fois de son histoire, Plouzané a réussi à se qualifier pour les barrages d'accession en Fédéral 2 après une belle saison achevée à la 3e place. Et ce dimanche, il recevait les Parisiens de Courbevoie lors des 32e de finale aller. Victoire 20-14 des joueurs de Steven Sparks, l'entraîneur anglais de cette formation de Plouzané. Merci, avec notamment 3 essais inscrits par les Canards. C'est leur surnom dans cette rencontre. Les Finistériens ont donc fait un premier pas vers les 16e de finale. Match au retour dimanche prochain à Courbevoie. Merci beaucoup, Ludovic.
Son premier numéro est paru le 7 mars 1996. Ce mercredi sortira donc la 1000e édition du Power Hebdo. L'occasion de revenir sur 19 ans d'actu de Centre-Bretagne. Laurent Marc, vous êtes le rédacteur en chef du Power Hebdo. Alors quel est le fil rouge, la ligne éditoriale de ce journal ? On est vraiment un journal 100% centre-breton. C'est vraiment le credo. On est le seul, le seul hebdo qui soit aux confins des 3 départements et qui couvre vraiment l'actualité du pays centre-ouest Bretagne. Alors, en 1996, c'est un certain Christian Troidec qui était journaliste à l'époque et qui lance le journal. Il explique le contexte un petit peu de ce lancement au micro de Christophe Boucher. Alors c'était avec Charlie Graal qui était aussi à mes côtés et à nos côtés parce que c'était une équipe qui s'est constituée pour débuter cette aventure il y a 20 ans parce qu'il n'y avait pas vraiment d'édition qui permettait d'avoir de l'information sur les 3 départements. C'était très départementalisé dans les 2 quotidiens régionaux. Donc quelqu'un de Carhaix n'avait pas d'informations sur Rostronin, de Rostronin n'avait pas d'informations sur Gourin. C'était quelque chose qui avait traversé la tête, je crois, de tous les journalistes qui avaient été en poste à Carhaix. Il fallait un hebdomadaire local qui réponde à la demande des gens sur ces 3 départements. On était un peu, comme on dit, aux confins de 3 départements. Moi, je dis un carrefour, c'est mieux. Ça montre vraiment qu'on est aussi une sorte de plaque tournante pour toute la Bretagne occidentale. Et donc, c'est vrai qu'on a voulu valoriser les actions des gens pour montrer que, à Carhaix, en Centre-Bretagne comme ailleurs, il y a des aspects positifs. Il faut aussi faire confiance aux gens pour pouvoir les développer. C'est un bon hebdomadaire local. Je trouve qu'il fait bien son travail. En tout cas, il y a une équipe qui le fait bien, qui même m'égratigne de temps en temps. Donc ça veut dire qu'il fait bien son boulot. Et c'est aussi le rôle de la presse d'être un peu piquant de temps en temps sur les actions des élus. Puis je crois que surtout l'actualité est bien traitée et que aussi ce côté militant est maintenu au sein du journal. Alors, ça vous fait plaisir, Laurent. Apparemment, vous faites bien votre boulot. Alors, on revient sur la première une du Power Hebdo. Je disais, c'était le 7 mars 1996. La première mettait à l'honneur une jeune sportive finistérienne dont on entend encore beaucoup parler aujourd'hui, Ludovic, puisque c'est Sandra Lévénez. C'est marrant, ce parallèle entre l'histoire et l'actualité. Elle a été sacrée championne d'Europe ce samedi en Espagne, près de Madrid. C'est son 2e titre européen. Elle avait été championne du monde l'année dernière. En course à pied. Duathlon, c'est course à pied et cyclisme. On y parle aussi d'un observatoire de l'environnement dans les Monts d'Arrée avec un point d'interrogation sur cette une. On restera sur le point d'interrogation. Voilà, on est toujours sur cette question. Alors, combien de personnes travaillent au journal 7 personnes. Comment vous êtes organisé un petit peu l'équipe là-bas? En fait, on a une maquettiste, Nadine, la femme de Christian Troidec. Et puis, on a une régie pub, en fait, en interne. On a un collègue qui s'occupe aussi de dessiner, qui nous met en page. Et puis, sinon, on a 4 journalistes, en fait. Donc, une équipe assez restreinte. Donc, vous êtes basé à Carhaix. Et puis, vous vous déplacez. Il n'y a pas d'antenne autre que Carhaix. Non, on est vraiment, voilà, qui se déplacent. On est sur pas les 108 communes du pays COB, mais pas loin en fait. On couvre 83 communes. Ce qui fait que. Donc il sort tous les mercredis. Et à combien d'exemplaires est-ce qu'il est tiré? On le tire à 6 000 exemplaires. Et vous savez un peu votre nombre de lecteurs, d'abonnements En termes d'abonnements, c'est toujours assez fluctuant, mais on est sur 1500 abonnés qu'ils reçoivent effectivement en portage, enfin en portage par la poste, pardon. Et puis le reste, c'est en kiosque, la vente en kiosque. En 19 ans, il fait partie du paysage là-bas dans le Centre-Bretagne. C'est un journal qui a sa place, qui est assez fidèle. Pour tenir 19 ans, avec la concurrence des quotidiens, des 2 gros quotidiens qui sont Ouest France et le Télégramme, plus les radios et les télés et les nombreux sites internet, forcément on doit se faire sa place. Enfin, on n'aurait pas tenu le coup si on n'avait pas réussi effectivement à être crédible et à creuser notre trou. Et le modèle s'est jamais exporté? Il y a en Bretagne, sur le Finistère, sur le pays de Morlaix ou Quimper. Des hebdos comme ça. On a la concurrence de l'écho de l'Armor et de l'Argoat sur Calac. Donc oui, il y a d'autres hebdos. En Finistère, on est le seul comme notre format. Sinon, on les retrouve plutôt dans les Côtes d'Armor et le Morbihan, et en Ille-et-Vilaine aussi. Dans ce type de région, dans les départements comme le Finistère, où les quotidiens sont quand même bien ancrés, Ouest France, le Télégramme, comment on se démarque? Qu'est-ce que viennent chercher les gens dans un hebdo? Des magazines, des choses un peu plus approfondies, ou comment vous Il y a de ça, travaillez, effectivement. On revient sur l'actu, parce que comme un hebdo, on ne colle pas forcément effectivement à l'actualité, donc on la creuse différemment, on revient dessus, on la développe. Ça, c'est une première chose. Les gens viennent aussi nous lire, puisque quand on habite, je sais pas, à Plébin, et puis qu'on est originaire de Saint-Gelvin, on a envie de savoir un petit peu. C'est justement l'identité du Power, c'est qu'on est capable de couvrir les 3 départements. Donc c'est vraiment ça que les gens viennent rechercher. Et puis on développe, on creuse l'info un peu différemment.
Est-ce qu'on trouve le power en numérique, justement? On parlait de la concurrence des sites internet, mais... Hélas, non, c'est le sujet qui fâche, mais on a juste une page Facebook. On avait un site, mais un site, pour qu'il existe, pour qu'on soit crédible, il faut vraiment l'alimenter quotidiennement. Et on n'a pas les moyens humains de le faire, malheureusement. Pour les 20 ans, peut-être. Peut-être, mais c'est vraiment le sujet qu'on aimerait développer. En tous les cas, on vous trouve sur Facebook, en tous les cas, le Power Hebdo, on peut retrouver les pages, c'est important. Quelle place pour le sport? Ça peut être une question de qui. On parlait de la championne Sandra Lévénez, mais en dehors, quelle place pour les sports dans ce journal? Alors Sandra, on en parle justement dans le prochain numéro, forcément. Et on est surtout axé sur le foot. Ça, c'est vraiment le foot avec les décès, même s'ils vont pas super bien en ce moment. Et c'est plutôt même, il va falloir qu'ils se rattrapent parce que la descente est pas loin. Donc non, mais ça c'est inquiétant. Donc oui, le sport dans le Power, c'est vraiment, c'est important, c'est un ciment en fait. Vraiment, il y a le foot, il y a le cyclisme qui compte beaucoup, un peu de rugby. On en a parlé tout à l'heure, mais on a des équipes de rugby et notamment du rugby féminin à Carré. Et elles marchent plutôt bien les filles. Donc vous les suivez en tous les cas au Power. Bien sûr. Les événements marquants de ces 1000 numéros. Alors, on a vu la première une tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont marqué le Centre Bretagne? Moi, spontanément, comme ça, je pense à l'épisode de l'hôpital de Carré. Oui, bien sûr. Pour lequel le Power avait fait vraiment une militante, pour le coup. Avec travaillé. Alors, j'étais pas là à l'époque, on avait vraiment travaillé sur une hyper militante. C'est un peu d'ailleurs dans l'ADN du Power, Christian Troadec le disait, on essaye d'être militant, on peut nous le reprocher, mais pour que le Centre Bretagne existe, il faut de temps en temps être militant, parce que sinon on nous catalogue un petit peu. Ça fait partie de l'identité là-bas. Ça fait partie de l'identité. Donc ça, c'est sans conteste, cette une était importante. On a eu des unes sur les charrues qui étaient... Les charrues, c'est quand même votre marronnier, quoi. C'est un super marronnier, enfin je veux dire, il y a plein de gens qui aiment ça comme marronnier. Oui, bien sûr, c'est les charrues, il y a eu des superbes unes qui ont été faites dessus. Donc voilà, je sais on a fait des unes sur justement l'identité des centres-bourgs, sur un petit peu justement sur le numérique, on en parlait tout à l'heure, le très haut débit. Voilà, c'est des choses qu'il faut. La vallée des Saints? La vallée des Saints, bien sûr. Ça, on a fait des unes sur la vallée des Saints qui ont marqué. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution sur la mise en page? Parce qu'on voit la différence entre la première et la dernière, mais entre les deux, il y a eu beaucoup d'évolution. On a eu, alors de mémoire, il doit y avoir deux, trois maquettes différentes. Qui ont complètement façonné le journal. Il a fallu reconstruire le journal. Et la dernière, en date à 3 ans. Donc c'est marrant de dire ça parce que j'ai l'impression déjà qu'il faudrait la repenser et retravailler dessus. Donc ça va super vite. Mais là, on avait complètement refondu le journal. Non pas forcément dans son ADN, enfin, mais simplement dans le rubricage. On l'a retravaillé. Qu'est-ce qui vous plaît, Laurent Marc, dans le Centre Bretagne, vous qui connaissez le terrain sur le bout des doigts? C'est justement les gens militants. C'est un militantisme, c'est vraiment ça qui caractérise. Il y a vraiment une identité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Enfin, pour avoir tourné au Télégramme dans différentes rédactions, je ne dis pas qu'ailleurs il n'y a pas d'identité, mais là elle est vraiment ancrée, elle est vraiment super forte et les gens sont fiers d'être centre-breton. C'est vrai que de temps en temps on les charrie un petit peu, donc je crois qu'il y a cette réaction et cette fierté, elle est légitime. Qu'est-ce qu'il y a au programme de ce numéro? Est-ce qu'il est un peu spécial? On a fait une spéciale, donc on vous en parlait tout à l'heure, on l'a travaillé et puis on a fait un 12 pages où on interroge justement les acteurs du centre-ouest Bretagne, qu'ils soient économiques, culturels, sportifs, associatifs. On les interroge, on leur demande si justement c'est difficile d'entreprendre en centre-ouest Bretagne. C'est souvent on nous rebat un peu les oreilles avec ça et puis on s'aperçoit que pas du tout. Il y a des superbes entreprises qui s'exportent à l'international et elles ont choisi justement d'être là. Parce qu'elles peuvent le faire en centre-ouest Bretagne et pas ailleurs. Donc on interroge un petit peu justement les acteurs sur la santé, parce qu'on a tendance à peu dire qu'en centre-ouest Bretagne, tout va mal, enfin il n'y a pas de fatalité. Pour terminer, est-ce qu'il y a des grands projets du centre Bretagne que vous dévoilez ou pas, des choses à venir? Des grands projets, non. Un observatoire de l'environnement. Et voilà, relance l'observatoire de l'environnement, il va venir, c'est promis. Dans 5 ans, c'est sûr, il est là. On y croit. Allez, merci beaucoup Laurent. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et à 18h15 et 22h15 ce mardi sur TBO, retrouvez votre émission Des idées plein la terre. Ce mois-ci, Jean-Jacques et Marie vous expliquent comment soigner et renforcer les plantes, mais sans pesticides. On regarde un extrait. On va voir un petit peu comment soigner, renforcer les plantes avec des petites choses, des petites astuces fait maison. Alors moi j'ai préparé un cocktail d'ortie.
Donc j'ai fait macérer des orties, à peu près 1 kg d'orties pour 10 litres d'eau, pendant une dizaine de jours dans un seau à l'ombre que j'ai recouvert, d'accord. Et puis tous les jours, je brassais un tout petit peu. Donc mes orties se sont décomposées et là m'ont donné un cocktail de minéraux et d'éléments organiques, donc parfait pour renforcer et stimuler en fait mes plantes sous la serre au potager. Ça sent. Oui, c'est assez fort. Donc l'idée là maintenant, ça va être de filtrer donc ma préparation. Hop. Voilà. Merci, désolée pour cette transition. Je rappelle que ce mercredi sort le 1000e numéro du Power Hebdo. On vous revoit avant le 2000e peut-être sur notre plateau. J'espère, oui. C'est sympa. Merci beaucoup à vous trois en tous les cas d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous on se retrouve demain même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TVO.